Bonjour à tous, ici la Voix de l'Afrique. Bienvenue dans notre tout nouveau rendez-vous Découvrir la Chine. En ce moment, même à Pékin, les deux sessions battent leur plein. Au cœur des débats, les grandes orientations du 15e plan quinquennal, la feuille de route qui dessinera l'avenir de la Chine pour les 5 prochaines années, mais ce plan en cours d'élaboration dépasse déjà les frontières chinoises. Il est une fenêtre ouverte sur les choix d'un partenaire majeur du Sud global. Mais concrètement, ce plan qui se tisse aujourd'hui à Pékin, que signifie-t-il pour nous ici, du Tunis au Caire, de Rabat à Dakar? Que signifie-t-il pour un monde qui cherche l'équilibre, pour une Afrique en quête de souveraineté et de prospérité partagée? Avant d'entrer dans le vif de notre débat, laissez-moi passer le relais à Pékin sur la ligne Fan Tunieu, journaliste de CGTN français qui a suivi de près les deux sessions et que nous rejoint aujourd'hui pour planter le décor. Bonjour à tous les auditeurs de Voix de l'Afrique. La Chine vise une croissance économique entre 4,5% et 5% pour 2026. Une fourchette qui reflète une ambition maîtrisée mais résolue. C'est l'une des premières annonces marquantes de la session annuelle de l'APN. Derrière cet objectif, une volonté stratégique, bien démarrer le 15e plan quinquennal, dont le projet de plan directeur est actuellement examiné par les députés. Cette feuille de route fixe les grandes orientations du développement économique et social du pays pour 2026-2030. Elle mise sur des avancées significatives dans un développement de qualité, porté par l'innovation technologique, la transition verte et l'intégration des filières. Cette période est cruciale. Elle doit poser des bases solides en vue de l'objectif à long terme de la Chine, la réalisation fondamentale de la modernisation socialiste d'ici 2035. Pour y parvenir, l'accent est mis sur le développement de forces productives de nouvelle qualité. Ce levier permettra à la Chine de moderniser ses industries traditionnelles tout en accélérant le déploiement des secteurs émergents et d'avenir. Une dynamique qui ouvre aussi des perspectives concrètes pour l'Afrique, notamment dans les domaines de l'économie numérique et verte. Des collaborations sont déjà en cours. En Tunisie, Huawei déploie un réseau intelligent pour l'enseignement supérieur. Au Kenya, une application basée sur l'intelligence artificielle open source chinoise aide désormais à diagnostiquer les maladies des cultures. Au Sénégal, Alibaba Cloud va accompagner les infrastructures numériques des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 et former des ingénieurs locaux. Côté développement vert, le potentiel africain est immense. Le continent regorge de ressources solaires et éoliennes encore largement sous-exploitées. La Chine, qui vise son pic d'émissions de CO2 avant 2030, dispose de technologies avancées pour les valoriser. Autre signal fort envoyé par la Chine, c'est l'ouverture croissante de son marché. À partir du 1er mai 2026, la Chine supprimera les droits de douane sur tous les produits en provenance des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle. Une extension significative de la mesure appliquée depuis décembre 2024 à 33 pays africains. Les premiers effets se font déjà sentir au premier trimestre 2025. Les importations chinoises de café africain ont bondi de 70% et celles de cacao de près de 57%. Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, la Chine renforcera la synergie des stratégies de développement avec ses partenaires africains. Au-delà des grands projets, une attention particulière sera portée aux initiatives petites mais belles à fort impact local. Parallèlement, l'ouverture du cadre réglementaire chinois continuera de s'élargir. Tout cela illustre la volonté de Beijing de poursuivre une ouverture de haut niveau. 2026, première année du 15e plan quinquennal, est aussi l'année des échanges entre peuples chinois et africains. Tout indique que la coopération bilatérale s'apprête à écrire un nouveau chapitre, plus dense, plus concret, plus tourné vers l'avenir. Je rends l'antenne à Tunis. Merci.
Un grand merci à Madame Fan pour ce regard depuis Pékin. Alors, justement, pour décrypter ensemble ces enjeux, nous avons l'immense privilège de recevoir une voix majeure de la réflexion stratégique tunisienne, professeur Meher Gaïda, enseignant universitaire, un expert comptable, expert en intelligence économique et stratégique. Professeur Meher Gaïda, bienvenue dans Découvrir la Chine. Bonjour à tous, heureux de faire partie de cette belle aventure. Merci beaucoup. Parlons, professeur, de votre regard sur ce futur 15e plan quinquennal, encore en discussion. Est-il une simple mise à jour économique ou bien porte-t-il en lui une vision du monde, surtout comme ce rêve chinois? Peut-il faire écho à nos aspirations, à nos défis ici sur la rive sud de la Méditerranée? Que pensez-vous? Effectivement, la Chine est en train de négocier un tournant stratégique compte tenu des défis et des enjeux majeurs que le monde connaît aujourd'hui. Je veux rappeler un peu quelques constantes. Le monde est gouverné par des tensions qui sont inhérentes à 3 facteurs majeurs. La complexité, nous allons vers un monde de plus en plus complexe. La rapidité, nous allons vers un monde qui va de plus en plus vite. Et surtout, la rareté des ressources pour lesquelles nous allons rentrer en compétition pour les obtenir. Par rapport à ces enjeux-là, la Chine n'est pas en reste. Elle doit remettre en place sa stratégie. Donc le 15e plan quinquennal, donc 75 ans de planification faite par la Chine. Et cette planification va négocier un tournant stratégique où nous passons de la croissance pour la croissance vers la croissance vers la qualité stratégique et la consolidation des fondamentaux chinois et surtout l'autonomisation de la forteresse Chine pour qu'elle ne soit plus dépendante. Pour ce faire, la Chine a besoin de relais, la Chine a besoin d'un réseau, la Chine a besoin de la Tunisie, la Chine a besoin de l'Afrique. Effectivement, comme vous le savez, ses compétiteurs sont le monde occidental, l'Europe et les États-Unis. L'Europe et les États-Unis avec qui elle a une histoire assez lourde et assez chargée. J'en veux pour preuve les guerres de l'opium, pour lesquelles la Chine a connu des séquelles historiques et a connu une reconfiguration politique majeure qui lui permet aujourd'hui de viser pas le quinquennat 2026-2030, mais surtout la vision 2049. Pourquoi 2049 ? Parce que Xi Jinping veut annoncer les 100 ans de la République populaire de Chine. 1949, c'était Mao Tse-tung, fondateur de l'État de la République chinoise. Vous avez Deng Xiaoping, fondateur de l'économie et de la stratégie industrielle actuelle, Xi Jinping, fondateur de la Chine du futur. Et donc, dans cette vision jusqu'à 2049, nous avons des étapes intermédiaires qui permettent à la Chine de reconstruire son empire. N'oublions pas que la Chine se considère l'empire du milieu. Et la Chine veut devenir ce centre de gravité mondial de l'économie mondiale, et donc elle rentre de plein fouet en compétition avec le monde occidental. Et pour ça, elle tisse ses voies, elle tisse ses routes. La fameuse route de la soie, la fameuse ceinture de la soie, mais également la fameuse route de la soie numérique. Et dans ces routes-là, dans ces voies-là, la Tunisie, de par sa présence géopolitique, géographique, elle représente un enjeu majeur pour la Chine parce que c'est la porte d'entrée aussi bien sur le continent africain, 2 milliards d'habitants d'ici 2050, mais surtout la vieille Europe qui a un espace commercial assez important pour les Chinois et pour lequel la Chine, rappelons-le, considère l'Europe comme un complément de l'Eurasie, puisque l'Europe n'est pas un continent, n'est qu'un subterfuge politique qui est normalement ancré à l'Asie et non l'Asie à l'Europe. Et donc la Chine veut dominer cet espace avec, bien sûr, l'aide de la Russie, son allié stratégique, et pour ça, elle s'allie, comme vous appelez
Et comme eux, ils nous appellent de manière condescendante le Sud global, la Chine affronte ses compétiteurs en tissant des relations avec ce fameux Sud global. Pour la Tunisie, la Chine est un partenaire stratégique, indéniable. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le monde aujourd'hui va rouler au tempo chinois. Je rappelle que la Chine produit 4900 brevets par jour, quand les États-Unis n'en produisent que 1600. Ça veut dire que la recherche, que le développement, que la technologie sont chinois, seront chinois et deviendront chinois. Et c'est la Chine qui va décider des normes futures, des standards sur lesquels les nouvelles industries, les nouvelles économies devront se mettre au diapason. Justement, en parlant sur le rôle de la Tunisie, professeur, nous savons que le 15e plan quinquennal met l'accent surtout sur le développement de haute qualité des nouvelles forces productives de qualité. Effectivement, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre Tunisie? La Tunisie doit négocier un tournant, elle-même. Un tournant technologique, on y reviendra, mais également un tournant énergétique. Comment? Les enjeux du monde entier, c'est de l'énergie décarbonée à bon marché. Aujourd'hui, avec la crise que nous connaissons au niveau du Moyen-Orient, la guerre qui est portée sur que l'Iran subit, c'est une guerre pour l'énergie à la base. Et c'est une guerre adressée pas contre l'Iran uniquement, mais elle est également adressée contre la Chine. Donc la Chine, aussi bien la Chine que la Tunisie, ont besoin de sécuriser leur approvisionnement en énergie de bon marché. Ce que fait la Tunisie, elle a, pour son plan quinquennal, justement en 2026-2030, décrété son énergie décarbonée et à bon marché. Et la Tunisie, de par sa position, elle a une position d'ensoleillement exceptionnelle, où nous avons les capacités de produire de l'énergie photovoltaïque à grande échelle que nous pourrons exporter vers l'Europe. C'est pour ça que nous avons signé un accord avec nos partenaires italiens et européens et allemands notamment pour exporter de l'énergie verte vers l'Europe. Mais comment la Tunisie pourra-t-elle exporter sans l'aide de la Chine? Puisque nous savons que ceux qui dominent aujourd'hui le photovoltaïque à l'échelle mondiale, c'est les Chinois. Et comme vous savez, le photovoltaïque est une énergie alternante, c'est-à-dire que vous avez de l'énergie le jour, mais la nuit, vous n'en avez pas. Et pour avoir une énergie en continu, il faut le coupler à d'autres formes d'énergie, l'énergie éolienne, mais surtout des capacités de stockage. Et sur ces trois aspects-là, aussi bien les capacités de stockage sur les batteries, que l'éolien, que le photovoltaïque, qui est le leader mondial aujourd'hui, donc c'est les Chinois. Et donc la Tunisie aura besoin de la technologie chinoise sur ces trois volets pour pouvoir servir l'Europe. Pourquoi l'énergie est importante? Parce que l'énergie va pouvoir faire sauter pour les Tunisiens et les Chinois ces contraintes liées aux lois sur la décarbonation. Aujourd'hui, des barrières sont en train de se lever. L'Europe, d'une manière insidieuse, lève des barrières sur le bilan carbone pour dire qu'elle n'accepte dorénavant que des marchandises qui ne sont pas chargées en carbone, en CO2, et pour lesquelles vous devrez payer des taxes carbone si vous ne respectez pas les normes que l'Europe a mises en place. Et donc, la Tunisie comme la Chine ont intérêt de coopérer pour créer de l'énergie propre. Cette énergie propre, on va la créer, comme on l'a dit, avec l'éolien, avec le solaire, mais également avec l'hydrogène vert. Et la Tunisie va devenir d'un importateur net d'énergie vers un exportateur net d'énergie en utilisant ces trois sources d'énergie propres qui vont servir son économie à elle, qui vont servir l'économie des partenaires qui voudront bien industrialiser, fabriquer, produire en Tunisie parce que nous sommes considérés comme un nearshore par rapport à l'Europe, et elle va servir également à nos partenaires européens qui vont leur donner cette ressource énergétique propre. Et aussi bien l'hydrogène que l'hydraulique, que l'éolien, que le photovoltaïque sont les apanages de la recherche et développement chinoise, de l'industrie chinoise, qui voudra bien peut-être
fabriquer en partie, une partie de sa production en Tunisie pour servir aussi bien le marché occidental que le marché africain qui, n'oublions pas, est en grand essor. Certainement. Du point de vue des chaînes industrielles, professeur, comment le déploiement chinois dans les secteurs de nouvelles énergies, comme vous avez expliqué, et l'économie numérique peut-il répondre aux aspirations stratégiques de la Tunisie? La Tunisie ne va plus rester comme un seul importateur de serveurs, etc. Elle veut créer un écosystème du numérique. Cet écosystème, il y va de sa souveraineté numérique. Il y va de la souveraineté numérique aussi bien de la Tunisie que du Maghreb, que de l'Afrique. Et elle ne pourra le faire qu'avec l'aide de la Chine. Sur quoi? Sur l'intelligence artificielle, pour laquelle la Chine connaît des développements redoutables par rapport à ses concurrents des GAFAM, mais également par rapport à la 5G et la 6G, pour lesquelles les Chinois sont en avance assez reconnus, mais également dans tout ce qui est équipement cloud et les data centers, pour lesquels également les Chinois peuvent apporter de la technologie de haute valeur ajoutée. Et donc la Tunisie veut se doter de cette infrastructure, de cet écosystème intégré, pour pouvoir intégrer la nouvelle industrie et surtout créer ces smart cities, ces smart industries. Et sans ces économies-là, sans ces technologies-là, nous ne pourrons pas avancer. Et c'est pour ça que la Tunisie va se coupler, et est déjà en train de se coupler avec la Chine, la bonne nouvelle. Dans quoi? Dans la fabrication des batteries sur place. Dans quoi? Dans la fabrication des panneaux photovoltaïques sur place. Dans quoi? Dans les industries de câblage électronique. Vous savez que la Tunisie est 4e producteur mondial de câblage électronique. La Tunisie fournit une voiture électrique sur 2 à l'échelle mondiale. Et donc, avec Xipeng, BYD et d'autres opérateurs chinois, la Tunisie est capable de relever ce défi, de devenir un hub, un smart hub, un data hub, qui va servir son écosystème à elle, mais surtout, ce qui est le plus important, devenir une vitrine pour la Chine. Parce que son 15e plan quinquennal, la Chine veut donner le tempo en produisant elle-même les normes qu'elle va imposer au reste du monde. Et la Tunisie va devenir son laboratoire, sa vitrine, qu'elle va exposer à l'Occident, mais surtout à nos partenaires africains. Excellent. En complétant avec votre idée, professeur, dans le cadre du 15e plan, comment évaluer à l'aide des méthodes d'analyse stratégique la faisabilité et les voies de réalisation pour faire de la Tunisie, justement, comme vous avez mentionné, un hub stratégique des nouvelles routes de la soie? Pour atteindre ces objectifs mutuels, nous devons coopérer mutuellement, d'abord dans tout ce qui est renforcement des capacités de recherche et d'ingénierie tunisienne. La Tunisie est une pépinière d'ingénieurs de haute qualité et reconnue. La Tunisie est une pépinière de main-d'œuvre de haute qualité, de haute valeur ajoutée et de pointe. La Tunisie également est un hub de main-d'œuvre de bon marché. Ce qui nous manque, c'est de développer effectivement les passerelles de recherche et développement communes, les laboratoires communs, les incubateurs communs qui permettront à la jeunesse de s'embarquer et de s'intégrer dans ces nouvelles technologies. Et comme vous le savez, l'avantage avec la Chine, c'est qu'elle vient avec ses laboratoires, elle vient avec ses universités, elle vient avec son savoir-faire, son know-how, son savoir-faire, et elle est capable d'accompagner cette jeunesse dans les futures technologies pour qu'elles soient finalement adaptées, pour transformer de la Tunisie, pas en tant que plateforme de sous-traitance, mais en tant que plateforme de co-traitance. Nous allons traiter d'égal à égal. Quelle est la différence entre les deux? Sous-traitance, on vous ramène les idées, on vous ramène les patterns, on vous ramène les modèles, vous ne faites que les monter. Vous n'avez pas de valeur ajoutée. Alors que nous voulons prétendre à de la haute valeur ajoutée, nous voulons faire de la conception avec vous, nous devons faire de la projetation avec vous, nous voulons faire de la fabrication avec vous, nous voulons créer les composants et faire l'intégration verticale et horizontale en Tunisie pour vous servir et pas uniquement pour vous vendre notre main-d'œuvre sans contrepartie en termes de valeur ajoutée et surtout tout en gardant la pollution dans notre pays. Tout ça, la Tunisie n'en veut plus.
Professeur, dans un contexte de fragmentation géopolitique mondiale, comment la planification quinquennale chinoise peut-elle offrir aux pays africains une perspective de coopération stable et prévisible? Cela contraste-t-il avec l'incertitude des partenariats occidentaux? Ce qui est très important aujourd'hui, cette fragmentation est dans l'intérêt de ceux qui sont en train de se regrouper. Donc, c'est diviser pour mieux régner. Donc, aussi bien la Tunisie que l'Afrique, que les autres pays qu'ils appellent du Sud global, n'ont pas intérêt à rester fragmentés et agir de façon isolée les uns les autres. Nous devons faire partie d'ensemble. Nous devons faire partie de zones économiques intégrées. La première chose que nous faisons, c'est de travailler sur le Grand Maghreb. L'intégration maghrébine est un enjeu stratégique pour lequel les Tunisiens, comme les Marocains, comme les Algériens, comme les Libyens, doivent coopérer. Donc, finalement, la Tunisie demande à faire son intégration maghrébine, mais également la Tunisie fait partie d'un ensemble plus large qui sont les ensembles africains, notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui permet en fait de favoriser les échanges avec des droits de douane tout à fait acceptables et intégrés, en réponse à la montée des droits de douane imposés par l'Europe et les États-Unis. Donc, ce qui est important, c'est que aussi bien la Tunisie que la Chine a intérêt d'intégrer ces ensembles-là, de tisser sa toile, puisque la route de la soie, c'est une manière de tisser une toile aussi pour la Chine, et nous faisons partie de cette toile, de ce Sud global, qui finalement prend confiance en lui-même, travaille d'égal à égal, travaille en respect des spécificités des uns des autres, qui travaille sans vouloir devoir obtenir des injonctions d'une autorité suprématiste qui se croit détenir le savoir et la connaissance du monde, et travailler pour créer une relation win-win. Et c'est ces ensembles-là qui sont dans l'intérêt aussi bien de la Chine que de la Tunisie, que de l'ensemble maghrébin, que de l'ensemble africain, qui doivent unir leurs moyens. Et nous ne pouvons le faire sans les connaissances, sans les compétences, sans les ressources technologiques que la Chine offre. La Chine a connu des avancées technologiques majeures. Nous ne demandons qu'une seule chose, c'est premièrement les acquérir, deuxièmement les assimiler, troisièmement les faire rentrer dans des projets industriels. Et les projets industriels pour nous, c'est des triangulations inévitables. Tunisie, Chine, Europe. Tunisie, Chine, Afrique. Tunisie, Chine, Amérique du Sud. Tunisie, Chine, Amérique du Nord. Et vous voyez que la Chine est dans toutes nos équations, inéluctablement, bien sûr en essayant d'avoir une relation équilibrée, en évitant les relations de dépendance, en faisant en sorte que la Tunisie soit considérée comme un partenaire stratégique qui permettra à la Chine de gagner des points de compétitivité, d'intégrer l'industrie décarbonée, de devenir, grâce à nous, grâce au Made in Tunisia, puisque s'ils fabriquent en Tunisie, peuvent obtenir le label Made in Tunisia, pénétrer et accéder au marché européen sans subir des taxes de 35% de douane, tous ces enjeux-là font que nous avons intérêt de faire partie d'ensembles plus larges que la simple petite Tunisie que nous sommes. Le 15e plan quinquennal met l'accent sur le développement de haute qualité et des nouvelles forces productives de qualité. En tant qu'expert en intelligence économique, professeur, comment analysez-vous la logique profonde de ce virage stratégique? Pour les entreprises tunisiennes, comment utiliser l'analyse du renseignement pour anticiper et capter les retombées de cette nouvelle vague de transformation industrielle? Vous le dites si bien, aujourd'hui nous sommes dans une logique disruptive. La révolution digitale va rompre tous les modèles économiques que nous avons connus dans le passé. Nous allons vers d'autres modèles économiques que la Chine a déjà lancés pour le reste du monde. Comme je vous ai dit, la Chine lance ses avancées technologiques pour imposer sa manière de voir, ses normes et ses brevets et ses standards à l'échelle internationale, et la Tunisie sera sa vitrine. En biotechnologie, n'oubliez pas que les enjeux aujourd'hui vont être de maîtriser les semences.
et la Chine travaillent sur des semences qui sont capables de supporter l'aridité extrême dans laquelle la Terre va faire face, ou en tout cas certains pays qui subissent le stress hydrique. Nous allons également travailler sur la robotique. Comme vous savez, la Chine connaît un vieillissement et la Chine a fait un tournant pour intégrer la robotique, les robots, avec les êtres humains pour travailler en coopération. Donc la robotique va devenir un enjeu majeur. On a la technologie également de basse altitude. La Chine lance officiellement ses stratégies, ses normes, ses standards, ses technologies de tout ce qui est aéronautique de basse altitude, c'est-à-dire les taxis volants, c'est-à-dire les drones de livraison volant, pour lesquels la Chine a des avancées majeures. La Chine lance également les avancées en aérospatial, pour lesquelles la Tunisie a des points d'avance par rapport à d'autres pays africains et pour lesquels on va travailler. Comme vous le savez, la Chine, avec ses projets de conquête spatiale, elle est en train de travailler sur un projet de station sur la Lune, notamment pour exploiter les terres rares sur la Lune, mais également pour exploiter tout ce qui est hélium-3 pour la fusion nucléaire. La fusion nucléaire sont les enjeux de demain. Le projet ITER occidental est en retard, alors que le projet de fusion nucléaire chinois est en avance. Et on voudrait effectivement faire partie de l'équation de la fusion nucléaire, parce que ça va être l'énergie propre de demain qui va dominer les autres énergies, et celui qui maîtrisera la fusion nucléaire maîtrisera l'énergie mondiale et l'économie mondiale. Et enfin, l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, on va sortir des modèles traditionnels pour que l'intelligence artificielle nous transforme en humains augmentés, nous transforme nos industries en industries augmentées, des industries propres, des industries pertinentes, pour transformer l'agriculture également en agriculture pertinente, propre, écologique, qui respecte les équilibres et les écosystèmes. Tout ça, la Chine a des avancées et des compétences pour lesquelles nous ne pouvons pas faire l'économie. La Chine accélère son déploiement dans les secteurs des nouvelles énergies et de l'économie numérique d'un point de vue comptable et d'évaluation des risques d'investissement. Comment ces entreprises locales pourront attirer les investissements chinois ici en Tunisie? Les IDE, les investissements directs étrangers, vont se retrouver à plusieurs niveaux. Je rappelle un peu ce que fait la Tunisie. La Tunisie est en train de construire un port en eau profonde. La Tunisie est en train de faire le projet ELMED, d'interconnexion d'un câble sous-marin qui va transporter l'électricité verte vers l'Europe. La Tunisie est en train d'investir dans des projets d'hydrogène vert. La Tunisie est en train d'investir massivement dans des champs de photovoltaïque massifs. On veut atteindre 4,5 à 5 gigawatts d'électricité. La Tunisie est en train d'investir dans des hubs et dans des écosystèmes intégrés basés sur l'intelligence artificielle. La Tunisie est en train de développer des pôles industriels de haut niveau, notamment en matière d'aérospatiale, d'aéronautique, d'automotive, de câbles automobiles pour lesquels, et de batteries pour lesquels les Chinois ont un mot à dire. La Tunisie est en train d'investir dans l'infrastructure également de la gestion de l'eau, dans l'agriculture verte. Dans tous ces aspects-là, il y a forcément des investissements chinois qui vont venir, qui vont nous aider à construire les ports en eau profonde, à faire nos champs de photovoltaïque, à faire notre hydrogène vert, à transformer notre phosphate, tiens donc, le phosphate pour lequel les Chinois ont un intérêt majeur, à transformer et à éliminer la pollution qui existe liée à cette production de phosphate, à nous aider à faire des ports de transport de l'ammoniac qui est le dérivé du phosphate. Au lieu de vendre du phosphate brut, nous allons vendre du phosphate transformé sous forme d'engrais de haute valeur ajoutée. Et donc,
nous aurons besoin également de transporteurs, donc d'industrie navale. Tous ces aspects-là vont attirer de manière inéluctable des investissements directs étrangers de nos partenaires occidentaux, mais également, certainement, de nos partenaires chinois. Professeur, dans un cadre et dans un contexte de fragmentation géopolitique et de retour des politiques protectionnistes en Occident, la planification quinquennale chinoise offre-t-elle une prévisibilité et une stabilité que les partenaires occidentaux ne garantissent plus? En tant que stratège, comment analysez-vous l'attrait de ce dividende de la planification pour les pays africains? Planifier, c'est ne pas subir l'avenir. Planifier, c'est orienter et décider de son avenir. Donc, inéluctablement, aussi bien les Chinois que les Tunisiens planifient leur avenir. Et c'est un avenir souhaité. Et pour cet avenir, effectivement, lorsque les barrières montent, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez à devenir autonome. C'est ce que fait la Chine. La Chine veut devenir autonome d'un point de vue énergétique. Également, la Chine veut devenir également proche de ses marchés. Et la Tunisie offre le nearshore par rapport à l'Europe. La Tunisie veut également adopter des critères de souveraineté, notamment dans le numérique, comme nous l'avons dit. Et auquel cas, par rapport à des mondes qui sont en train de se polariser, nous devons également appartenir à un monde multipolaire, dont un des pôles stratégiques sera la Chine. Donc nous travaillons ensemble pour que nous trouvions des solutions pour créer de l'autonomie pour les Chinois et pour les Tunisiens, mais également pour créer de la coopération à moindre coût pour les Tunisiens et les Chinois, avec ces ensembles qui sont en train de se créer. Et à la limite, même si ces ensembles se ferment pour nous, il faut que nous créions nos propres ensembles. Et il y a un ensemble sur lequel nous devons tous travailler, pour lesquels les Chinois, je rappelle, sont présents dans 34 pays africains. C'est l'ensemble africain que nous devrons construire grâce aux Chinois, créer d'autres réalités. Et un des ensembles que nous oublions tous les uns les autres d'en parler, c'est l'ensemble monétaire et financier. C'est-à-dire pour sortir du joug occidental, du joug du pétrodollar, du joug du pétrole, du yen et de l'euro, nous devons créer nos monnaies numériques, nos crypto-monnaies, nous devons créer notre phosphate dinar, comme le pétrodollar, nous devons créer le phosphodinar. Nous devons valoriser nos ressources et les monnaies également, et sortir de la sphère du dollar pour pouvoir finalement gagner en autonomie, ne plus dépendre, que nos politiques monétaires ne soient pas dictées par un ensemble au détriment de nos intérêts autres. N'oublions pas que Kadhafi a été tué parce qu'il avait parlé du dollar africain, du dollar or africain, et bien sûr, donc les enjeux mondiaux futurs, c'est de créer cet ensemble qui sort du joug des enjeux monétaires sur lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui, malgré nous, et pour lesquels nous vendons nos ressources à vil prix, et pour lesquels nous devons repenser avec les Chinois un ensemble monétaire intégré, où le troc peut être une solution, et où d'autres types de monnaies existent, et où les échanges se fassent à moindre coût, sans domination étrangère, et dans une coopération et dans le respect mutuel. Justement, en complétant avec votre idée, docteur, c'est très important que vous avez dit, la Chine plaide pour une réforme de l'architecture financière internationale. Le BRICS, dédollarisation, nouveaux mécanismes de financement et autres. D'un point de vue comptable, comment analysez-vous l'impact potentiel du règlement en monnaie locale sur le risque de change et la structure de la dette extérieure des pays africains? Idéalement, je préférerais vendre dans ma monnaie locale, plutôt payer dans ma monnaie locale. Ça m'éviterait de supporter les différences de change. Ces différences de change qui nous sont imposées. C'est-à-dire une différence de change qui nous casse notre monnaie pour nous importer nos produits à vil prix. Donc quand vous avez $1 pour 3 dinars, ça veut dire, au lieu d'avoir 1 dinar pour $1, nous nous retrouvons à diviser le prix de nos matières premières, le prix du fruit de notre travail par 3. Donc aujourd'hui, il faut casser ce diktat. Il faut arriver à créer
une monnaie qui puisse refléter votre économie, mais également la parité avec d'autres économies. Et nous ne pouvons pas rester dans une monnaie où nous sommes dépendants de diktat de celui qui définit la valeur de votre monnaie. Si on définit la valeur de votre monnaie, on définit la valeur de votre main-d'œuvre et la valeur de vos ressources. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous avons subi cet ensemble monétaire, ce diktat de la fin de Bretton Woods, de la découplage du dollar par rapport à l'or, où nous avons un pays qui ne fait qu'imprimer du papier qui est du dollar, qui n'est adossé à aucune réalité économique et qui, à partir de ça, achète tout ce qu'il veut et fait la guerre à qui il veut en imprimant du papier. Et auquel cas, nous devons créer nos propres systèmes monétaires. Ces systèmes monétaires doivent aller dans des systèmes de troc. J'ai du phosphate, je vous donne du phosphate, vous me donnez de la technologie, sans passer par aucune unité monétaire. Donc ça permettra, c'est ce que fait aujourd'hui l'Iran avec la Chine aussi. Ça nous permet de sortir du système monétaire. Mais également, nous devons créer nos crypto-monnaies. Nous devons créer une crypto-monnaie africaine qui soit minée et codée par des Africains, certainement avec l'aide des technologies de nos partenaires chinois. Nous devons créer nos marchés locaux qui soient adossés sur nos ressources. N'oublions pas que nous sommes les pays les plus riches au monde en termes de ressources. Nous avons toutes les ressources en Afrique les plus valeureuses dans le monde. Si je parle de la Tunisie a des réserves de phosphate, et sans phosphate, pas d'agriculture, et sans agriculture, pas de nourriture. Le phosphate est une denrée qui va disparaître dans 40 ans. 40 ans. Donc si nous sommes conscients de ça, nous pouvons créer, comme ils ont créé l'OPEP du pétrole, nous pouvons créer l'OPEP du phosphate. Tout simplement en alliant le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, nous dominons 90% du phosphate mondial. Ça veut dire 90% de la nourriture mondiale. Il suffit tout simplement de prendre conscience de cette ressource et vous devenez le plus riche et le plus courtisé au monde. Les Chinois ont les terres rares, donc ils dominent la technologie mondiale pour les semi-conducteurs, pour les supra-aimants. Nous dominons l'agriculture mondiale. Et nous devons travailler justement pour créer cet ensemble économique. Mais je peux multiplier ça pour l'Afrique dans tous les domaines. L'Afrique a le cobalt, l'Afrique a le lithium, l'Afrique a les diamants, l'Afrique a le pétrole, l'Afrique a le gaz, a le bois, a tout ce que vous pouvez imaginer comme minerais sur le tableau périodique chimique. Vous avez pratiquement 100% des minerais qui existent en Afrique et pour lesquels les Africains sont en dehors du circuit économique et sont maintenus en pauvreté parce que nous n'avons pas pris conscience ni de nos ressources, ni de nos capacités de les valoriser localement, ni de nos capacités à nous unir pour les valoriser et les offrir au prix que nous voulons, nous, pas au prix que vous nous imposez. Donc, aussi bien les Chinois que les Maghrébins que les Africains, nous devons prendre conscience de ces enjeux-là et nous devons valoriser et faire en sorte, madame, à ce que la valeur ajoutée de nos ressources reste localement et que nous exportons des produits où la valeur ajoutée a été fabriquée et construite en Tunisie et dans le monde plutôt que dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'il faut cesser d'exporter des valeurs brutes. Revenons, professeur, à la réforme financière. Comment les entreprises tunisiennes peuvent-elles utiliser cette tendance pour optimiser leur stratégie financière? Aujourd'hui, la Tunisie souffre d'un carcan juridique archaïque des années 70. C'est le fameux code de change. Donc la première chose à faire, c'est de faire sauter ce verrou. Mais on ne va pas le faire sauter sans tenir compte des changements mondiaux au niveau de la finance mondiale. Nous allons vers des fintech, nous allons vers une finance hyper véloce. Aujourd'hui, les échanges mondiaux ne se font pas par des humains, mais se font par des intelligences artificielles à la vitesse de la lumière, à la nanoseconde près. Donc aujourd'hui, nous avons la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous avons des échanges virtuels
qui se font. Tous ces mondes-là, nous devons les intégrer dans notre corpus juridique et légal et le faire avancer pour lever le verrou, pour que nous puissions échanger sans subir le diktat des monnaies étrangères et tout en favorisant la fluidité de nos échanges entre les pays riverains et les échanges internationaux. Par rapport à ça, nous devons avoir, comme je vous ai dit, une capacité d'intégrer des opérateurs archaïques comme les télécoms et les banques et les fusionner en opérateurs intégrés pour vous puissiez par exemple payer par votre téléphone, que vous puissiez échanger tout simplement par simple contact numérique. Et tout ça, ça suppose que nous reconfigurons aussi bien notre domaine bancaire, notre domaine des télécoms, que nous créons des géants intégrés qui puissent également s'exporter sur l'Afrique et que nous puissions, bien sûr, faire notre propre crypto-monnaie pour pouvoir valoriser effectivement nos ressources, aussi bien maghrébines que africaines. Le 15e plan met l'accent sur la transition verte et vous avez parlé de ce volet. Concrètement, comment les technologies et les financements chinois peuvent-ils aider la Tunisie à relever ces défis climatiques tout en créant de la valeur économique locale? Tout à fait. Un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est les enjeux écologiques. Et comme vous savez, nous avons atteint un réchauffement climatique critique et nous voudrions atterrir d'ici 2050 pour retrouver nos niveaux d'émissions de gaz à effet de serre des années 1920-1930. Et l'objectif, c'est 2050. Mais dans le plan quinquennal chinois, c'est d'atteindre ces objectifs, pas en 2050, mais en 2030, quant à la Chine. Et donc la Tunisie est très sensible par rapport à ces enjeux-là parce qu'elle est en première ligne par rapport au stress hydrique. C'est-à-dire que le réchauffement climatique qui nous a été imposé par l'industrialisation massive et monstrueuse occidentale, suivie après par la Chine et par l'Inde, s'impose à nous par un stress hydrique tueur, par une exode et une immigration climatique massive, par une érosion de nos côtes, par une destruction de nos écosystèmes que nous subissons. Et que, tenez-vous bien, que nous allons payer à ceux qui ont produit ça grâce à leur taxe carbone. C'est-à-dire, non seulement ils ont détruit nos écosystèmes, et aujourd'hui, par leur taxe carbone, ils nous demandent de la payer. Donc, ce qui est important, c'est que grâce à la Chine, qui est également en première ligne par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de la pollution, il y a tout un pan de l'économie et de l'industrie qui va s'orienter vers la décarbonation, vers la dépollution, vers la préservation des écosystèmes, vers la reforestation, vers le combat de la désertification. Tous ces mots-là sont en plein dans nos défis. Dans l'extraction de l'eau, puisque l'eau devient de plus en plus rare, puisqu'elle est polluée, elle est acidifiée. Tous ces enjeux-là vont être des enjeux pour lesquels la Tunisie va être en première ligne et pour lesquels la technologie chinoise est redoutable pour nous aider à relever ces défis. Donc il est clair que nous aussi, nous voudrions atteindre en 2050 les objectifs en 2030 les objectifs de 2050. Nous voudrions, et mon souhait le plus cher, devenir une terra ecologica, c'est-à-dire où les équilibres fondamentaux de la nature sont respectés, parce qu'il y va tout bêtement et tout simplement de nos générations futures. Qu'allons-nous offrir à ces gens, à ces jeunes? Ce que nous voudrions, c'est leur offrir des mers propres, une eau potable, un écosystème respecté, une biodiversité respectée, un équilibre humain respecté, une air respirable et une température acceptable aussi bien par les êtres humains que par les plantes, que par le reste de la biodiversité. Parce que si nous continuons avec ce réchauffement climatique, c'est tout l'écosystème mondial qui est impacté. D'accord. Professeur, en tant que stratège, en regardant vers les 5 prochaines années, que devraient comprendre les entrepreneurs et les décideurs tunisiens de la stratégie chinoise? S'agit-il d'opportunités industrielles concrètes
ou bien d'une méthodologie de pensée stratégique plus profonde, quelles recommandations d'analyse de renseignement leur donneriez-vous? Je parlerai à mes compatriotes en leur disant, vous avez trop souvent regardé vers le nord. Aujourd'hui, vous devez regarder vers l'est pour apprendre à regarder vers le sud. Regardez vers l'est, vers le monde asiatique. L'économie mondiale sera asiatique pour les 5, 20, 30 prochaines années. C'est inéluctable. Je rappelle que la Chine, c'est 1 800 000 brevets déposés en 2025. C'est l'un des pays qui a fait le plus d'avancées technologiques et en recherche et développement dans le monde. Donc, si vous voulez vous développer, messieurs les Tunisiens, messieurs les Maghrébins, vous devez vous allier aux universités chinoises. Et par rapport à ça, je demanderai à ce que nos étudiants cessent de s'inscrire dans les universités occidentales pour commencer à s'inscrire dans les universités chinoises. Autrement, nous allons nous retrouver dans un retard nous-mêmes technologique, dans un retard parce que nous n'avons pas adopté les standards chinois, dans un retard parce que nous n'avons pas adopté la nouvelle culture asiatique qui va s'imposer au reste du monde pour pouvoir tout simplement vivre et interagir avec ce nouveau monde. Et auquel cas, nous ne pouvons le faire que si nous mettons à niveau nos universités, que si nous mettons à niveau nos centres de recherche et de développement, que si nous mettons en place des incubateurs, des start-up, des écosystèmes qui puissent intégrer l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies numériques, les biotechnologies, les nouvelles logiques de fusion nucléaire, et que si nous intégrons tout ce qui est technologie de décarbonation et tout ce qui est technologie de dépollution. Professeur Meher Gaïda, on est arrivé à la fin de ce podcast. Merci énormément pour cette analyse éclairante et profonde. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ceux qui ont suivi ce podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.